Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, je vous emmène au Portugal. Le Portugal partage la péninsule ibérique avec son seul voisin, l'Espagne. C'est un pays qui a beaucoup de caractère et on le visite surtout pour son histoire ancienne, son architecture, ses traditions et sa gastronomie. Il ne faut pas oublier qu'à partir du 15e siècle et pour plusieurs centaines d'années, le Portugal a constitué une puissance maritime majeure. Il a laissé de profondes racines coloniales en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique du Sud. Les Magellan et Vasco de Gama ont pavé la voie aux autres grands explorateurs européens qui ont suivi. Bienvenue au pays du coq de Barcelos. Quand on pense au Portugal, on ne peut s'empêcher de penser au Porto, ce vin fameux qui fait la fierté du Portugal et qui est peut-être plus connu que le pays lui-même. Le Porto est uniquement produit sur les côtes du Haut-Douro, le fleuve qui traverse le nord du Portugal. Les terrains escarpés autour du fleuve ne permettent pas de grandes exploitations, ce qui explique que la plupart des vins de Porto proviennent de petites entreprises familiales. De plus, le sol est particulièrement ingrat, ce qui au départ ne donnait pas du vin de grande qualité. On produit du vin dans la région du Douro depuis l'Antiquité, mais ce n'est qu'au 18e siècle que le vin portugais devient populaire. Les guerres entre l'Angleterre et la France viendront favoriser le Portugal. Les Britanniques, privés de vin français, se tourneront vers d'autres pays producteurs. Mais voilà, le vin portugais supporte très mal les longs voyages de l'époque. Et quelqu'un aura alors la brillante idée d'ajouter de l'alcool de vin au vin ordinaire. On vient d'inventer le vin fortifié, qu'on appellera désormais Porto, du nom de la ville portuaire d'où partent toutes les cargaisons pour l'exportation. Si on veut bien explorer la région de Porto, rien de tel qu'une belle croisière fluviale de plusieurs jours sur le Douro. Le fleuve, qui prend sa source dans le nord de l'Espagne, se jette dans l'océan Atlantique tout près de la ville de Porto. Et sur une croisière fluviale, on n'a pas le choix que de prendre son temps. Le bateau, qui ne contient qu'une centaine de passagers, est très lent. Et en plus, il nous faudra affronter plusieurs écluses tout au long de notre périple. Et tous les jours, nous ferons une excursion qui nous permettra tantôt une visite de vignoble ou de verger fruitier et tantôt la visite d'un château, vestige d'une époque où le Portugal était une puissance maritime mondiale. Le palais de Mateus retiendra particulièrement notre attention. L'édifice construit dans les années 1740 est magnifique et il est entouré de superbes jardins qu'on peut visiter tranquillement. Les gens de ma génération se souviendront avec ravissement du célèbre vin Mateus, un rosé à la bouteille facilement reconnaissable, présent sur nos tablettes depuis plus de 50 ans. Il va de soi qu'à tous les jours de la croisière, nous aurons droit à de nombreuses explications et dégustations de Porto, en plus de visites de caves à vin très anciennes. Les vins de Porto comportent une grande quantité de variétés, de cépages et de couleurs, un peu difficile à retenir pour les néophytes que nous sommes. Contentons-nous de déguster sous l'œil attentif du coq qu'on rencontre partout. À la fin de la croisière, nous passerons quelques jours à Porto. La ville, qui a donné son nom au Portugal, est la seconde en importance dans le pays, après Lisbonne, la capitale. Tout de suite en arrivant, on tombera sous le charme de Porto. Quelle ville magnifique! Située à l'embouchure du fleuve Douro, tout près de l'océan Atlantique, Porto a toujours été un port de mer important. La ville est très escarpée. Son vieux centre-ville a gardé tout son charme ancien. La vieille ville se visite pratiquement seulement à pied et nous demandera un certain effort parce qu'elle est remplie de ruelles étroites et d'escaliers qui forment de véritables labyrinthes. Son architecture nous replongera dans les années du 16e siècle, alors que le pays était le maître des océans. Situé au bord du Douro, Porto possède plusieurs ponts, dont quelques-uns très célèbres. Le plus connu, le pont Dom Luís,
construit par un disciple de Gustave Eiffel, nous permettra de traverser le fleuve à pied pour rejoindre sur la rive sud le quartier de Nova Gaia, où on retrouve les plus grandes entreprises de vin de Porto. À partir de la rive sud, la vue est superbe sur la vieille ville de Porto. Le fleuve tout juste devant nous est rempli de rabelos, ces très anciennes embarcations qui autrefois servaient à transporter le Porto de l'intérieur des terres jusqu'au port de Porto. De nos jours, ces jolies embarcations sont utilisées pour de petites balades touristiques sur le fleuve. C'est à Porto qu'on découvrira avec ravissement un art ancien propre au Portugal. Découvrons ensemble les azuelos. À Porto, on voit partout ces carreaux de faïence de couleur bleue qu'on appelle azulejos. Depuis plusieurs centaines d'années, ils décorent toute la ville. Édifices publics, églises, maisons privées. Prenons quelques minutes pour admirer ces œuvres d'art qui très souvent racontent des histoires. Nous louerons ensuite un véhicule pour visiter la campagne portugaise en direction de Lisbonne. De Porto, on pourrait gagner Lisbonne en 3 heures, ce que nous ne ferons pas. D'abord parce que la campagne portugaise est magnifique, et ensuite parce que nous voulons visiter quelques villes et villages incontournables. Le Portugal se visite très lentement. Première étape, Coimbra. La ville, qui est l'ancienne capitale du pays, possède un centre-ville médiéval dans un bel état de conservation. Centre-ville que nous visiterons avec grand intérêt. Mais la raison principale de notre visite de Coimbra, c'est son université. L'université de Coimbra est la plus vieille université du Portugal et une des plus anciennes au monde. Elle a conservé un grand nombre de traditions anciennes. La plus spectaculaire étant que les étudiants assistent à leurs cours dans leurs longues toges noires, à la mode il y a plusieurs siècles. La fondation de l'université remonte au 13e siècle. Il faut voir tous ces jeunes étudiants dans leurs élégants costumes arpenter les différents édifices qui, la plupart, ont plusieurs siècles. La visite de la bibliothèque Joanina de l'université est un pur ravissement. Quelle grandeur et quel décorum! Les amateurs d'architecture ancienne et de vieilles bibliothèques seront comblés. Dans la campagne portugaise, nous allons éviter les hôtels impersonnels. Nous en profiterons pour loger dans des pousadas. Les pousadas du Portugal sont des auberges de luxe installées dans des anciens châteaux, monastères, couvents et autres grandes demeures seigneuriales. Suite à la chute de la monarchie et au déclin de la religion, plusieurs de ces somptueux édifices se sont retrouvés vides. Plutôt que de les laisser à l'abandon, le Portugal a décidé de les transformer en auberges touristiques. On en trouve partout dans le pays et la plupart sont situées en plein cœur des vieilles villes médiévales. Passer quelques nuits dans ces somptueuses résidences nous transporte plusieurs siècles en arrière. Voyons quelques-unes de ces résidences d'une autre époque. Toujours en direction de Lisbonne,
Nous nous arrêterons ensuite dans la ville de Évora. Évora est souvent considérée comme une ville-musée. Son vieux centre-ville, qui date du 12e siècle, est classé au patrimoine mondial de l'humanité pour sa richesse architecturale. On y retrouve une vieille cathédrale gothique du 12e siècle. Et tout à côté, le temple de Diana, qui nous rappelle que le pays faisait autrefois partie de l'Empire romain. Quel spectacle extraordinaire que de contempler le soir le temple de Diana éclairé de lumières multicolores. Nous irons également voir une autre curiosité un peu plus morbide. C'est dans l'église San Francisco que l'on retrouve la chapelle des ossements. La chapelle, d'une belle grandeur, est entièrement constituée d'ossements humains, partout. Au plafond, sur les murs, sur les colonnes, des crânes et des tibias à n'en plus finir. On estime qu'elle contient l'équivalent de 500 squelettes. La chapelle fut construite au 15e siècle par les moines franciscains. À l'époque, la peste frappait régulièrement le pays et le nombre de morts était tel qu'on ne savait plus où les mettre. Les moines ont donc décidé d'en faire une chapelle dédiée au Christ portant sa croix. Après plusieurs jours dans la campagne portugaise, on arrive enfin à Lisbonne, la capitale du pays, et nous y passerons plusieurs jours. La ville est très ancienne. Elle est plusieurs fois millénaire. Son plus vieux quartier, Alfama, a gardé son aspect médiéval. On n'en finit plus de se perdre dans ses vieilles ruelles et ses vieux escaliers de pierre, parce que la ville, en bordure du Tage, est très escarpée. Elle est construite sur 7 collines. On voudra s'y perdre durant des heures à la recherche du souvenir parfait ou encore du petit restaurant le plus typique. Qu'il est agréable d'arpenter ces petites ruelles et ces escaliers abrupts. Les vieilles maisons, où l'on voit toujours des vêtements à sécher, ont plein d'histoires à raconter. Lisbonne est mondialement connue pour ses vieux tramways. Le réseau de tramways existe depuis 1873. On voudra l'utiliser autant pour se déplacer que pour l'expérience qu'il procure. Les locaux l'empruntent tout autant que les touristes. À Lisbonne, les vieux tramways sont l'âme de la ville. Sur la plus haute colline, le château Saint-Georges domine la ville. Le château, qui a plus de 1000 ans, a l'air tout droit sorti d'une histoire de chevalier du Moyen Âge. Comme Lisbonne est située à la fois à l'embouchure du Tage et directement sur l'Atlantique, elle a été le point de départ d'un très grand nombre d'explorations maritimes. On visitera donc la célèbre tour de Belém, construite au 16e siècle pour protéger le port de la ville. De ce petit fort sont parties plusieurs expéditions qui menèrent éventuellement au commerce avec la Chine, l'Inde et l'Amérique du Sud. Nous irons également voir dans le port le monument des découvreurs, érigé en hommage à ceux qui ont exploré les contrées lointaines inconnues à l'époque des Européens. C'est à Lisbonne également qu'il nous faudra découvrir le fado, ce folklore mélancolique très caractéristique du Portugal. On voudra absolument assister à un spectacle de fado dans la vieille ville. Estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha do chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês
terminerons notre visite du Portugal complètement dans le sud du pays, en Algarve. L'Algarve jouit d'un climat privilégié, probablement le plus doux de toute l'Europe. C'est ce qui explique que la région est l'endroit privilégié par les touristes qui recherchent le soleil et la plage. On y retrouve également un grand nombre de terrains de golf. L'Algarve est un endroit prisé par les touristes de toute l'Europe qui peuvent s'y rendre facilement en auto. En plus, le Portugal s'avère une des destinations touristiques les plus abordables en Europe. Par conséquent, on assiste dans la région à un énorme développement touristique. Hôtels, appartements et restaurants sont en train d'envahir les anciens petits villages de pêcheurs. Mais si on cherche bien, on peut encore trouver quelques beaux villages en bordure de mer. À Albufeira, il y a quelques années, nous avons le souvenir d'un somptueux repas de langoustes au bord de l'eau au coucher du soleil. On ne peut visiter le Portugal sans goûter à sa gastronomie et à ses vins. Le Portugal est surtout réputé pour ses poissons et fruits de mer, ce qui ne surprendra personne puisque le pays est situé au bord de la mer. La morue, servie à toutes les sauces, est de loin le plat le plus populaire, mais le poulet grillé fait également partie de la tradition portugaise. Du côté des desserts, impossible de passer sous silence les incontournables pastéis de nata, ces petites tartelettes à la crème qu'on trouve absolument partout. Mais ce qui nous a le plus surpris, ce fut réellement le vino verde. Et oui, un vin vert. Originaire du nord du pays, le vino verde provient d'une vendange précoce avant que les raisins ne soient totalement mûrs. Le vino verde n'existe pratiquement qu'au Portugal et il faut profiter de sa visite dans le pays pour y goûter. En terminant, il me faut absolument raconter la légende du coq de Barcelos. Pratiquement tous les jours durant nos 3 semaines au Portugal, nous verrons ce coq en céramique aux riches couleurs. Au fil du temps, il est devenu l'emblème du pays. Il est symbole de foi, de justice et de bonne chance. L'histoire raconte qu'au nord du Portugal, dans le village de Barcelos, un homme était sur le point d'être pendu pour un crime qu'il n'avait pas commis. L'accusé dit alors au juge que pour prouver son innocence, le coq dans la marmite se lèverait et chanterait le matin de son exécution, ce qui évidemment se produisit et sauva l'homme de la pendaison. Depuis ce temps, les Portugais, très superstitieux, vénèrent le coq de Barcelos et en possèdent tous au moins un à la maison. Il va de soi qu'un coq portugais a fièrement sa place dans mon salon. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.